Bonjour. Bien, alors le BTP, dans ce que je vais vous dire en préambule, il y a beaucoup de choses qui vont se rattacher à la REP PMCB. Et donc l'année 2023 a été marquée par le début de la REP PMCB au 1er mai. Enfin, je ne devrais pas dire le début de la REP, mais le début de la mise en place de l'éco-contribution. Pour le reste, on verra. C'est surtout l'éco-contribution qui a été mise en place, si on écoute bien la FFB et la CAPEB. Alors, nos chiffres sur l'année 2023, on rappelle qu'il y a effectivement dans nos gisements de 45 millions de tonnes, la moitié qui provient de la démolition, 36 millions qui viennent de la rénovation et 13 millions du neuf. Ça donne déjà une part importante. Et il y a eu justement par rapport à ces chiffres un émoi il y a quelques temps parce qu'il y a eu une étude du CERC et puis d'un seul coup on parlait plus de 42-45 millions mais on parlait de 30 millions de tonnes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, justement, c'est lié aussi à la nouvelle comptabilisation et traçabilité liée à la REP puisque les déchets liés au terrassement grande masse sur les projets de BTP sont sortis du bâtiment puisqu'ils ne sont pas pris en compte. Et donc, ça a été la base de ces modifications. Tout ça pour dire qu'effectivement, la REP a entre autres, comme beauté, le renforcement de la traçabilité. Et on aura de plus en plus de certitudes sur les répartitions et les provenances de nos chiffres dans les années à venir. Il faut se rappeler aussi que justement, de par la forte présence des déchets de démolition, il y a beaucoup de déchets donc, inertes dans ces tonnages, à peu près 70%, et 26% de déchets non inertes. Ensuite, on vous a mis une répartition entre ce qui se fait actuellement sur les taux de collecte, les taux de recyclage et les taux de valorisation aujourd'hui et ce qui est prévu sur l'année 2027. Effectivement, il y a des progressions, mais on va passer au tableau suivant parce que c'est lui qui, justement, en parle un peu mieux. On voit sur le tableau de gauche, donc on parle du réemploi. C'est naissant, mais comme l'a dit François Escoffier tout à l'heure, effectivement, on continue à avancer sur ce sujet, sachant que les objectifs donnés aux éco-organismes, c'est de passer de 2 à 4, voire 5% dans les années qui viennent. Le sujet est important et structurant, mais il n'est toujours pas réglé, puisque comment faire pour qu'un réemploi soit effectif, sachant qu'un réemploi est un matériau et donc pas un déchet. Et donc pour accéder sur nos centres de tri, qui sont des ICPE, et donc il y a encore 2-3 petits points à mettre au point pour aider à ce que se mette en place le réemploi dans le cadre de la REP. J'en profite justement pour faire un petit aparté là-dessus, c'est que aujourd'hui la REP, de toute façon on avance, on la porte, on fait en sorte de ne pas la subir, on essaye de co-construire, mais on se rend compte qu'elle est difficilement compréhensible. Alors un peu sur nos sites, puisque un trieur voit évoluer son métier, puisque avant il triait, maintenant il doit réceptionner et valider ce qu'il reçoit, des matières triées, donc de vérifier qu'un plâtre est bien un plâtre et que le staff qui est dedans n'est pas un plâtre. Wow. Alors qu'avant il avait qu'à faire la différence entre un carton et un plastique. Il y a aussi de la part des entreprises créatrices de déchets, donc les entreprises du bâtiment, une grosse difficulté de compréhension et une demande de simplification, puisque, par exemple, sur un chantier neuf, il y a beaucoup de palettes, mais la palette est un emballage. Donc, eux aussi ont un problème pour comprendre comment mettre tout ça en œuvre. Et c'est un des points importants de cette REP et de l'ensemble des REP qui vont venir peut-être s'accumuler sur celle-là, dans la future REP emballage si elle se met en place, et d'autres. Sur le tableau de droite, on parle des objectifs de recyclage pour certains flux. Donc les bétons et les métaux, il n'y a pas vraiment d'objectif d'amélioration puisque ce sont des filières qui fonctionnent.
Bon, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objectif. Par contre, sur les autres, on peut faire quelques commentaires. Sur le bois, là aussi, il y a peu d'améliorations à attendre parce que beaucoup de choses se faisaient. Et après, de toute façon, ça va être la caractérisation de ces bois et la présence de certains bois illicites comme les bois qui sont peints avec des peintures en plomb ou des bois créosotés qui vont polluer et pas faciliter la valorisation de nos bois. Par contre, le plâtre, on voit qu'il y a des objectifs très importants, mais pour ça, il va falloir mailler les sorties. Donc ça se met en place, mais il faut quand même se rappeler que pour investir, c'est une industrie, donc ce sont tout ça des matières, que ce soit certains plastiques, le verre dont je vais reparler et le plâtre, ce sont des matières qui jusqu'à maintenant avaient des débouchés, donc étaient recyclés ou valorisés, et que maintenant, de par les REP, on rentre dans un monde industriel, c'est-à-dire qu'on doit fournir des MPIR, et donc, rappelez-vous, les déchets du bâtiment, ce sont toutes les filières, hein, c'est du bois, c'est du plastique, c'est du carton, mais sale. Parce que soit ça est issu d'une démolition, et donc il y a des résidus dessus, soit à l'occasion du chantier, ça a pris la poussière ou ça s'est un peu pollué. Et donc c'est beaucoup plus complexe à rentrer dans les cahiers des charges des industriels qui veulent des matières identiques au neuf, et donc pures. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose de particulier à notre métier. Et donc par exemple, pour recréer du gypse propre, c'est pas seulement je fais un petit atelier avec des gens qui vont séparer, non. Pour réussir à avoir un gypse propre qui peut être concurrentiel, et aussi en termes de prix, à un gypse naturel, il faut des installations qui vont coûter plusieurs millions, donc qui, pour s'amortir, vont devoir avoir un gisement. Et donc jusqu'à maintenant, c'était pas intéressant, et c'est pour ça que ça se faisait pas beaucoup. C'est aussi un des bons côtés de la REP, ça va encourager à cela. Mais donc ce sont des risques industriels. Et donc je ne veux pas enfoncer une énième fois le clou, mais donc pour être sûr qu'on va pouvoir gérer ce plâtre, il faut aussi qu'on puisse à un moment en être propriétaire pour maîtriser nos gisements et l'amortissement de nos investissements. Alors le verre, c'est l'exemple idéal. L'objectif est de passer de 4 à 18%. Donc on parle bien sûr du verre plat. Donc c'est un objectif, c'est très bien, sauf qu'à aujourd'hui, les méthodes sécuritaires, hein, bon, bien sûr, se balader avec un marteau et taper sur une fenêtre, c'est pas compliqué, mais les méthodes sécuritaires et industrielles pour créer du coup beaucoup de tonnes de verre plat et d'une manière rentable, sachant que leur achat est toujours à 40-45 € la tonne, et de verre flotte, elles existent pas vraiment. Vous avez 5-6 entreprises, tu me diras si je me trompe, mais en France qui essayent de mettre au point des process pour démanteler les menuiseries, mais c'est pas vraiment évident. Donc oui, la REP a été mise en place le 1er mai 2023. Les éco-contributions ont été mises en place, mais le tissu industriel pour recycler toutes ces matières n'est pas prêt. Et même des fois, c'est même pas qu'une question de développement de l'outil, c'est de développement de l'idée et du process pour démanteler et recycler de manière industrielle et sur des milliers de tonnes. Voilà, donc c'était les grands messages que je voulais vous passer sur les enjeux 2024 et 2025. On peut passer à la slide suivante. Je l'ai dit, la mise en place de la REP, ça a surtout été une complexité pour les entreprises et les artisans parce qu'elles ne comprennent pas. Honnêtement, à chaque rendez-vous que je fais avec la FFB et la CAPEB, ce qui nous parle, c'est on ne comprend pas. Ou même on n'a pas bien compris, mais pourquoi nous, de toute façon, on vous balance du déchet et puis vous débrouillez avec. Et c'est gratuit. C'est pas complètement comme ça. Vous n'avez pas lu en bas les petites lignes en bas du contrat. Donc il faut qu'on leur explique et il y a vraiment un gros travail de pédagogie. C'est pour ça qu'on essaye de renforcer nos liens avec ces deux producteurs de déchets parce que sinon on y arrivera difficilement. Donc la multiplicité des systèmes informatiques, bien sûr, hein, je voudrais une nouvelle fois appuyer sur ça. Après être devenus des promoteurs immobiliers, puisque les éco-organismes nous demandaient à chaque fois d'avoir un bâtiment dédié pour leurs déchets, maintenant, ils nous demandent aussi d'être des services informatiques,
puisque chacun a son propre système informatique, ce qui fait que, joyeusement, comme il y en a 4, on a maintenant, dans les services administratifs, 4 personnes, une dédiée par éco-organisme, ce qui va dans le sens de l'économie et de la simplification. Donc, clairement, oui, s'il vous plaît, remettons un système unifié, parce que ça va vraiment être compliqué. Et moi, j'aimerais bien faire mon métier, c'est-à-dire du déchet, de la revalorisation de déchets, pas du système informatique, et de la création de nouveaux bâtiments pour trier pour chaque éco-organisme. Les discussions avec les éco-organismes, bien sûr, elles se poursuivent, c'est nécessaire, mais elles sont quand même poussives, puisque les éco-organismes ont été mis en place par les pouvoirs publics pour dire les recycleurs du bâtiment, depuis 30 ans, vous faites n'importe quoi, donc vous venez pour tout changer. Bon, ils sont arrivés avec cette aura, donc c'était quand même plus simple. Ils ont créé des choses sans nous écouter. Bon, maintenant, ça y est, depuis l'année dernière, il y a la réalité terrain, et donc ils reviennent un petit peu plus vers nous. Mais bon, c'est un peu difficile de manger son chapeau du jour au lendemain. Donc voilà, la discussion est poussive, mais on va y arriver. La pérennisation de la REP, donc tout le monde va devoir se mettre autour de la table. La perspective pour 2025, on va avoir quand même 2-3 choses qui vont nous amuser dans la formation et la communication. C'est les fameuses bennes conjointes qui existent déjà un peu et les bennes résiduelles. Là, ça promet encore beaucoup de plaisir pour expliquer et chez nous et chez les producteurs ce que sont ces bennes. On va continuer à travailler sur les débouchés, mais comme je l'ai dit, il va falloir que les outils industriels se développent beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Un autre exemple que je n'ai pas donné tout à l'heure, les isolants, c'est très bien. Effectivement, les entreprises les ont compris. Elles mettent en place du tri sur leur chantier d'isolants. Sauf qu'il y a deux industries en France pour le reprendre. Et donc, elles disent aujourd'hui, vous gardez tout chez vous parce qu'on n'a pas le moyen de le prendre. Le PVC souple, oui, bien sûr, il y a des entreprises, enfin pas beaucoup non plus, qui reprennent les chutes de PVC souple, mais pas polluées. Des chutes de fabrication, oui, facilement, mais quand ça sort d'une démolition avec un peu de colle derrière et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout ça, les organismes, eux, continuent à communiquer sur « si, les filières existent, allez-y, triez ». Donc on trie, on prend ça chez nous, on le stocke parce qu'il n'y a pas vraiment de filière, et en plus, on se retrouve non conforme réglementairement, puisqu'on a des stocks qui dépassent nos seuils ICPE. Donc c'est pas simple, et il est vraiment très très important que l'industrie du recyclage, les usines industrielles, se mettent en place de plus en plus. Et dernière chose, ça ne va pas déplaire aux cèdres présents dans la salle, c'est qu'il faut vraiment que les éco-organismes comprennent qu'un déchet de démolition et un déchet de bâtiment neuf, c'est pas le même. Alors, a fortiori sur les inertes, mais même sur tous les déchets. Parce que si je reprends la benne d'inerte, sur un bâtiment neuf, on va mettre un petit bout suite au carottage, donc de briques, un petit trou qu'on refait dans le plancher, donc un peu de béton, on va remettre un bout de carrelage qui a mal été posé, et puis voilà, on va avoir une benne avec de multiples inertes. C'est pas du tout la même chose qu'un démolisseur qui fait son activité, qui commence par virer la toiture, donc toutes les tuiles, et après qui va curer, va enlever toutes les céramiques ou toutes les briques et tous les bétons. Et donc il va pouvoir enlever de manière massifiée et propre des tonnes dans une filière, alors que nous, on arrive avec plein de trucs briques et broc sur du 8 mètres cubes qui doit repasser sur nos cendres pour être massifié. Donc ça aussi, c'est quand même une chose très importante et ça fait partie de notre message. Donc vous l'entendez beaucoup depuis toutes ces années de formation vers les producteurs de déchets, mais aussi de prise de réalisme et de les aider à accepter de faire évoluer leur paradigme chez les éco-organismes pour pouvoir travailler avec eux. Certains le font, d'autres moins. C'est comme au César, le suivant arrive, donc je dois m'en aller. La petite musique arrive. Merci.